Psst, la Pampa, épisode 16. Tour de France à vélo et en trail. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, hein. Et puis voilà, les plans, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour être changé. Ce printemps-là, il faisait quand même très beau, donc au lieu d'être dans les transports, je me suis mise à faire beaucoup de sport. On me demande très souvent pourquoi est-ce que je suis partie, etc. C'est dur à formuler, mais en fait, j'avais ce besoin de partir. Je pense que c'est aussi un défi personnel. J'avais besoin de me prouver que je peux, sûrement que je peux faire quelque chose comme ça, que je peux aussi être seule avec moi-même un petit peu, me débrouiller. J'avais envie aussi, que ce voyage ce soit une redécouverte de la France, les paysages, tout ça, mais je voulais aussi que ce soit de retisser du lien et de partager ce projet. Lorsque j'ai découvert l'aventure de Justine, son originalité m'a tout de suite intéressée. En effet, pendant 4 mois, la jeune femme a fait le choix de parcourir la France à vélo. Alors là, on commence à s'y habituer par ici. Mais aussi, et c'est là que je parle d'originalité, en trail. Dans cet épisode, Justine va nous expliquer comment est née sa passion pour les sports en pleine nature et comment ces 4 mois lui ont paru bien trop longs pour devoir faire un choix entre son vélo et ses baskets. Je vous laisse donc avec une aventure qui va nous mener à traverser le Jura, la Bretagne, les Landes, le Pays Basque, la Provence et j'en passe. Une aventure visant à resserrer les liens et à se bourrer de chaleur humaine. Une aventure qui mixe les rythmes entre tour de roue frénétique et montée endiablée en course à pied. Mais enfin et surtout, une aventure qui, des propres dires de Justine, a tout changé. Bonne écoute! Je m'appelle Justine, j'ai eu 30 ans cette année, là en février. J'ai grandi en Alsace, mais ma famille est d'origine bretonne, donc j'ai passé pas mal de vacances d'été ou de Pâques en Bretagne, donc je suis aussi très, très attachée à cette région. Avec mon compagnon, on vit en Suisse, donc on a vécu à Zurich là pendant à peu près 5 ans et on vient de déménager à Lausanne. Je suis pas quelqu'un qui a grandi en étant super, super sportive. Je faisais un peu de sport par-ci par-là, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en m'installant en Suisse. Des grands espaces, hein, des montagnes, de la nature et tout ça. Et je me suis mis à faire pas mal de courses à pied, de randonnées. En hiver, on fait beaucoup de ski de randonnée là avec mon compagnon et puis, j'ai découvert le vélo, en fait avec Covid. C'est un peu un concours de circonstances. On s'était inscrites avec mes collègues, à un petit triathlon, pour l'été 2020 et donc j'avais investi dans un vélo de course Décathlon, hein, donc quand même un entrée de gamme. Pendant le Covid, moi avant je faisais beaucoup de transport pour aller au travail, ça me prenait 1 heure et demie par jour. Et donc comme j'ai commencé à faire, on était tout le temps en télétravail, j'ai gagné beaucoup de temps dans la journée où je pouvais, justement, soit, faire plus de sport, soit, faire à manger ou des choses comme ça. Mais du coup, j'ai du temps pour me mettre, vraiment au sport et au vélo. Ensuite, c'était pas des règles sanitaires aussi, difficiles, qu'en France. Le télétravail était, fortement recommandé. Par contre, on n'avait pas de limite comme ça de déplacement, que ce soit, une limite d'heure ou de périmètre. Donc ça, on pouvait vraiment, sortir autant qu'on voulait. Ce printemps-là, il faisait quand même très beau, donc voilà. Au lieu d'être dans les transports, je me suis mise à faire beaucoup de sport. Mes parents habitent toujours à la maison là-bas en Alsace.
On habitait dans un quartier qui était pas trop passant et puis, quand on s'éloignait un peu, c'était en plein de nouveaux petits quartiers comme ça et il me laissait aller, 1/4 d'heure, 20 minutes, faire soit un tour de roller, soit un tour de vélo et il fallait que je revienne toutes les 20 minutes pour pointer, pour dire: «Tout va bien», J'ai étudié à l'étranger, donc mes dernières années d'études, puis après je me suis rapidement installée en Suisse avec mon compagnon et en fait, le fait que les frontières étaient plus ou moins fermées, que c'était quand même beaucoup plus compliqué de de voir sa famille. Par exemple, j'ai ma grande sœur qui a aussi 3 enfants, donc mes neveux, je ne les ai pas vus pendant 1 an et je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, c'est un concours de choses, hein, que ce soit ma famille, mes amis en France, mais aussi la France elle-même. Hem, je me suis dit: j'ai beaucoup voyagé, mais par contre, la France, enfin, c'est dommage, je connais pas. Je connais pas ce pays, qui m'a vu grandir quand même et en même temps, à peu près à cette époque-là aussi, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser et surtout à lire beaucoup de récits de voyageurs au long cours. Donc que ce soit des voyageurs à vélo, mais aussi beaucoup à pied, hein, qui font des chemins de grandes randonnées ou de choses comme ça et ça a commencé à vraiment m'intéresser et je pense que je me suis demandé un peu ou peut-être qu'il y avait aussi un peu cette barre fatidique des 30 ans où je me suis dit: «Bah, avant de fonder une famille, avant de vraiment m'installer quelque part, j'ai envie de faire quelque chose comme ça». Partir pendant un certain temps et je pense que tout ça lié au Covid, ça a été un peu, voilà, un catalyseur de, bah, il faut que je parte maintenant. J'avais envie que ce voyage, ce soit, bon, une redécouverte, enfin, de la France, les paysages, tout ça, mais je voulais aussi que ce soit, un peu, disons, retisser du lien et de partager tout ça donc à partir du moment où j'ai commencé à en parler, j'ai beaucoup de gens voilà, des gens que je connaissais, des gens de la famille avec qui on n'échangeait pas forcément très régulièrement, qui m'ont contactée, en fait, suite à ça pour me dire: «Très chouette projet, ça m'inspire beaucoup et puis, bah, quand tu seras dans cette région ou n'hésite pas à t'arrêter chez moi», en fait et vraiment à partir du moment où j'ai commencé à parler du projet, j'ai eu énormément de gens comme ça qui eux-mêmes, d'eux-mêmes, en fait, sont venus vers moi. À Colmar, j'ai été accueillie, par une amie que je n'avais pas revue, depuis les années lycée, donc ça fait, plus d'une dizaine d'années, qui a maintenant un petit garçon et c'est quelqu'un que, j'aurais pas forcément, voilà, revu dans un autre contexte et qui m'a proposé, très spontanément, hein, avant le début de l'aventure de m'arrêter chez elle. J'ai même, disons peaufiné un peu mon itinéraire pour, bah, voilà, j'ai une proposition pour m'arrêter là, pour revoir cette personne-là, donc je m'arrête par ici ou par là. Est-ce que je m'arrête plusieurs jours? Il y a eu une autre très belle retrouvaille avec, un ami qui était, jusqu'en classe de 6e avec moi. On suivait quand même un peu quelque part la vie de l'un de l'autre, mais on s'était jamais revus et donc ça faisait, donc là on s'est revus pour boire un verre, à Metz et ça faisait, voilà, 18 ans. C'est très chouette dans le sens où c'est aussi les une fois que j'ai commencé à en parler, c'est les gens aussi qui sont venus, heu, vers moi et le projet a suscité voilà, beaucoup d'engouement et d'intérêt. Ce qui est né de cette frustration, un peu de ce mal du pays un peu en fait, hein,
d'avoir l'impression de pas connaître la France et que c'était quand même dommage et puis aussi une certaine, disons une certaine conscience, écologique, hein, qu'on n'a pas besoin non plus de prendre l'avion tout le temps et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir à côté de chez nous. Couplé à justement, un appétit, pour les sports d'endurance, le vélo, la course à pied, j'ai décidé de me lancer dans ce projet, de tour de France en fait, à vélo et aussi à pied ou en course à pied, en trail pendant 4 mois. J'ai appelé mon projet, Mamène, qui est un mot d'origine bretonne et qui veut dire, source ou origine. Parce que pour moi, ce projet, c'est vraiment un retour aux sources, redécouvrir la France, mais aussi les Français, que ce soit mes proches, mais aussi toutes les belles rencontres qu'on peut faire dans un voyage comme ça. Je l'ai divisé en une dizaine de chapitres, ouais, entre 500, 600, 700 kilomètres. Donc en partant de Lausanne, j'ai remonté, par le Jura, donc en empruntant un petit peu de la grande traversée du Jura et ensuite j'ai continué vers le nord donc à vélo j'ai fait plus les vignobles, disons la plaine d'Alsace, mais je me suis arrêtée à la journée pour faire des sommets vosgiens en trail et heu et voilà, je me suis arrêtée après pendant quelques jours chez mes parents, en Alsace, avant de prendre, direction, l'ouest directement, pour aller à Metz chez mon frère, puis Paris. Mon compagnon me rejoint à Paris, on a fait Paris-Dieppe, puis après le long de la vélo maritime, en fait, on a redescendu toute la côte normande, puis la côte, bretonne, à la Manche, jusqu'à de nouveau, arriver, dans la maison de mes grands-parents en Bretagne, où je suis actuellement. Alors la 1re journée, quand même, était assez difficile, et je me suis demandé dans quoi est-ce que je m'embarquais parce que, même si j'avais déjà fait quand même, hein, mais souvent que sur 3 jours, donc j'étais quand même moins chargée. Là, mon vélo était quand même très, très lourd, et j'avais, voilà, donc les premiers coups de pédale, tu sens quand même, surtout avec mes sacoches à l'avant, je sentais que, c'était quand même assez, voilà, déséquilibré et ce jour-là, en fait, en partant de Lausanne, en montant vers le Jura, on a quand même, disons, gravi un peu la crête du Jura et il y avait pas mal de dénivelé et je me suis un peu demandé, ouais, dans quoi est-ce que je m'embarquais? Mais après, en fait, en répartissant un peu le poids, et aussi en se débarrassant bon, c'était pas beaucoup de choses, mais en se débarrassant un peu de ce qu'on vite, on se rend compte que c'est, du superflu. Et après ça et puis les jours suivants, on s'habitue et tout ça et donc ça a vraiment, heu, à partir du deuxième du troisième jour, c'était déjà beaucoup plus, comment dire, une routine et j'ai commencé à m'habituer vraiment au vélo, au poids du vélo, à apprivoiser un peu, hein, ma monture. Mais c'est vrai que le premier jour, je me suis quand même, demandé dans quoi est-ce que je m'étais lancée. J'ai envie de dire que, comme, je l'ai dit, le premier jour était assez difficile, c'est difficile pour tous les 2. Mais non, c'était chouette alors après je pense que c'était aussi un peu teinté on savait qu'au bout de ces 4 premiers jours ensemble, on allait, partir chacun de notre côté, que pour moi ça allait être le début de l'aventure en solo et que pour lui, il allait retourner, au travail.
Et je pense que c'était un peu doux amer aussi d'un côté. Donc après le Jura, je me suis arrêtée donc à côté de Belfort chez une amie de la famille, hein, qui a à peu près 80 ans, s'est très bien occupée de moi et tout ça et puis après ça j'ai pu lui laisser mes sacoches et je suis montée à la planche des Belles Filles. Voilà, vraiment au sud des Vosges, un petit sommet qui est assez, connu, par le Tour de France, par exemple. C'est un cul-de-sac, hein, c'est pas du tout un col. La planche des Belles Filles qui, pour moi, avait aussi un peu une signification dans le sens où, je suis quand même assez intéressée par, voilà, le développement du cyclisme féminin et cette année, c'est la première année où il y a l'édition, femmes, disons, du Tour de France, où ils la refont. Et l'arrivée de ce Tour de France, l'arrivée globale se fera à la planche des Belles Filles. Je suis partie de bon matin, il faisait assez frais, il y avait absolument personne. J'ai croisé, si je pense sur toute la montée qui fait à peu près 7 kilomètres, j'ai dû croiser 2 cyclistes et une voiture et c'était la première fois où voilà, après 4 jours dans le Jura, je m'étais débarrassée d'un peu de poids. Parce que le vélo est un vélo en acier avec les porte-bagages, ça reste quand même un peu lourd, hein. Mais au moins, j'avais pu, me débarrasser un peu de mes sacoches. Il faisait frais, il faisait bon. J'ai pu mouliner tranquillement, pour monter. J'avais un peu peur, hein, de la montée quand même parce que, voilà, comme dit, mon vélo était quand même un peu lourd, mais tout s'est très bien passé et puis quand je suis arrivée là-haut, les derniers mètres, disons, sont un peu difficiles parce que c'est aussi du gravier et tout ça, voilà, j'avais vraiment le sens du devoir accompli. Je suis arrivée en haut et il y avait un couple, qui avait dormi là-haut, puis on a discuté un petit peu. Ils m'ont demandé ce que je faisais, donc j'ai pu échanger un peu avec eux et puis après ils sont repartis et j'avais donc le sommet pour moi toute seule avec une très belle vue, hein, sur le reste des sommets vosgiens et sur la plaine plus bas donc c'était vraiment voilà, un beau moment où je me suis dit: «Bon, bah, voilà, ça c'est une belle, première disons première épreuve toute seule». Quand on est seule à vélo comme ça, une femme chargée, alors une femme, je pense que les hommes c'est pareil, hein, mais c'est vrai que ça attise quand même pas mal la curiosité des gens et ils viennent assez facilement, demander ce qu'on fait et cetera et c'est vrai que c'était assez chouette d'avoir ce couple-là et d'échanger parce qu'ils étaient, ben, je pense qu'on peut rapidement, perdre un peu la notion de ce qu'on est en train de faire ou de minimiser et bien sûr sans vouloir se placer sur un piédestal. C'était quand même chouette d'avoir, des gens qui remettent un peu dans le contexte. «Ah oui, c'est vraiment très, très, très chouette ce que vous faites». Ça a permis un peu, disons, de rendre, la chose un peu plus concrète. Je suis redescendue et à vélo, je suis rentrée, en fait, en Alsace, donc la région où j'ai grandi. Donc là aussi, c'était assez fort. En plus, j'ai vu une cigogne qui volait, 5 minutes après le panneau, d'Alsace, donc c'était aussi assez émouvant comme moment et puis, voilà, je me suis arrêtée, dans un camping au pied du Grand Ballon pour le lendemain, monter le Grand Ballon à pied. Le Grand Ballon, c'est un sommet que je connais. Je l'ai fait, déjà je suis au moins allée, 2-3 fois à randonnée et remonter comme ça au Grand Ballon en trail, dans le cadre de ce projet, j'ai repensé au moment où j'étais, bah, soit avec mon copain, soit avec mes parents et c'est vrai que c'est assez fort de repenser à ces moments. Et j'étais assez contente, hein, de poser le vélo après, je crois que ça faisait 5 jours de vélo. J'étais assez contente d'être dans mes baskets
En fait, c'était aussi l'idée, hein, d'intégrer, du trail à ce projet. C'est que, j'adore être à vélo et c'est vrai que c'est un moyen, on peut pas dire, hein, c'est vraiment un très beau moyen de voyager parce que tu peux vraiment avaler les kilomètres tout en étant à une allure qui te permet voilà, de profiter des paysages et de découvrir des choses. Mais il y a quand même quelque chose que la course à pied et le trail me procurent, heu, en termes, voilà, je pense d'endorphines et tout ça que je retrouve, pas que je retrouve pas vraiment à ce niveau-là avec le vélo. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose que j'adore faire et j'avais pas envie de m'en passer pendant 4 mois. Puis ça permet aussi voilà, de donner une autre, allure au voyage, hein. Le Grand Ballon, c'est très, dense en termes de végétation. Quand on arrive un peu plus proche du sommet, il y a quelques pâturages et quelques vaches. J'ai passé, sur ce trail, beaucoup de temps, dans des petits sentiers de forêt et après, vraiment à la fin de la redescente, j'étais dans les vignobles. Donc le Grand Ballon, c'est le plus grand sommet des Vosges et le deuxième trail que j'ai fait, c'est le Honeck, qui est le deuxième sommet dans les Vosges et ça, c'est pareil, c'est aussi un endroit que je connais. Il y a un petit lac quand on monte au Honeck, hem et puis il y a un peu disons des cailloux au-dessus et puis là, j'ai vu, des chamois qui traversaient, donc quand même d'assez loin. Mais plus tard, en continuant la montée, vraiment presque au sommet, il y avait un chamois, vraiment au milieu du sentier et puis je m'approchais et il me regardait mais il bougeait pas trop, il avait pas l'air trop effrayé et puis quand j'étais vraiment à quelques mètres de lui, il a daigné se décaler un petit peu. J'étais un peu fatiguée donc la montée, je l'ai faite assez tranquillement, plutôt en marchant. Avant de voir le chamois, en plus, j'avais un peu mal navigué, j'étais passée dans un endroit avec pas mal de boue et tout ça et puis, j'en avais un peu plein les pattes et c'est vrai que, c'était pas loin du sommet et puis, il était là et ça m'a redonné, ouais, c'est vrai que ça m'a redonné de l'énergie. C'était aussi un très beau moment. Avant de partir, il y a plusieurs choses qui me faisaient un peu peur. Alors déjà d'ordre juste météo, moi la pluie, ça me fait encore assez peur. C'est de passer une mauvaise journée, après surtout de pas, arriver à sécher. S'il pleut sur plusieurs jours, par exemple que la toile de tente est mouillée, qu'il y a rien qui sèche, j'ai surtout peur de ça, en fait. Mais bon, d'un autre côté, le but du projet, c'est aussi de se mettre un peu, hein, de se confronter un peu à l'inconfort et à ces peurs-là, donc voilà. Après, j'avais aussi, voilà, je dors en camping et tout ça. J'avais un peu peur bah, pendant 4 mois disons que mon confort, que mon lit me manque quand même à un moment et pour le moment, c'est pas alors je suis agréablement surprise quand même de la capacité d'adaptation. Le soir, quand tu rentres dans ta tente et dans ton sac de couchage, enfin, je trouve ça très confortable aussi, en fait, maintenant. Je suis bien contente. Le chapitre 2, c'était vraiment entre l'Alsace, chez mes parents et Paris, en passant, par Metz où mon frère habite. Pour moi, il y avait quand même 2 parties, hein, même dans le chapitre. Il y a quand même disons la Lorraine avec, la Moselle et la Meuse qui sont quand même assez verts. Il y a pas mal de pâturages, et cetera et puis c'est assez vert et après je suis passée en Champagne. C'était pas une partie, très facile.
qu'il faisait très chaud. J'avais prévu de faire un trail à la montagne de Reims. Bah, c'est quelque chose qui est passé à la trappe parce que, comme tu vois, les trails, c'est pas des moments où j'avance, en fait. S'il y a quelque chose à couper, ben, ça va être ça en premier. Il faisait tellement chaud que j'avais pas du tout envie de faire ça, quoi. Ouais, tu voulais sortir de la région, en fait. Voilà, c'est un peu, c'est un peu dommage. Mais après, c'est sûr que les conditions climatiques, ça fait partie, hein, du voyage. J'ai quand même un peu craqué dans le sens où j'ai pris, dans cette partie-là, 2 nuits soit en hôtel, Formule 1 là, soit j'ai trouvé aussi un Airbnb, climatisé. Dans ta tente, il y a pas forcément, voilà, trop de choses à faire et puis après pareil, la nuit, c'est un peu plus difficile de dormir, enfin, il fait chaud. Donc je me suis dit: «Je n'ai pas non plus envie que ce voyage se transforme en voilà, en mauvais moment, juste un peu par fierté disons» et donc j'ai pris, je me suis dit: «J'allais me reposer au frais, les 2 nuits suivantes». C'était des champs de blé à perte de vue avec presque pas d'ombre. Plus tard après, je me suis retrouvée à un moment disons entre Châlons-en-Champagne et Château-Thierry où j'étais quand même plus dans les vignobles. Donc ça, c'était aussi, dans de jolis paysages. Mais il y a un moment où c'était quand même beaucoup, des journées juste de champs de blé. Donc c'était quand même un contraste, venant de la Meuse qui était quand même très verte. C'était un contraste, assez important. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce chapitre, tout le long là, c'est le long du canal de la Marne au Rhin et à un moment, il y a une véloroute qui fait passer par, ça s'appelle la vallée des Éclusiers, qui était avant, le canal où passaient les bateaux. C'est une petite route comme ça, avec des petites écluses de couleurs, vraiment très rapprochées les unes des autres, où, bah, soit maintenant elles sont abandonnées, soit il y a des gens qui y vivent parce que ça sert plus pour faire passer les bateaux et avec un beau, rocher enfin, je pense que c'est du grès, un très beau rocher et ça c'était vraiment très, très chouette. Le fait que moi je me lance dans ce projet, je pense que ça inspire aussi pas mal mon compagnon pour que un projet sur plusieurs mois ou quelque chose comme ça donc on discute parfois de choses comme ça, de projets à 2 ou après même de voilà, fonder une famille et tout ça. On n'est plus forcément dans le train de vie, métro boulot dodo et puis ça change un peu de perspective et ça fait se poser, voilà, un peu des questions sur ce qu'on veut faire après, en fait et pas forcément retomber dans exactement le même schéma qu'avant de partir. Les moments, disons, émotionnellement ou mentalement les plus difficiles, c'est à chaque fois quand je repars seule. Donc par exemple, quand je suis repartie, d'Alsace, après avoir passé du temps chez mes parents, mais aussi, en arrivant chez mes parents, j'ai fait la dernière étape avec, Charlotte, une très, très bonne amie à moi et après pareil, j'ai passé quelques jours, 2-3 jours chez mon frère avec qui j'avais fait, donc la dernière étape Nancy-Metz avec lui. Bon après évidemment, c'était aussi des jours de coupure que je passais avec ma famille, mais repartir toute seule, après, la première matinée, enfin les premiers, ouais, premières centaines de kilomètres, c'est difficile psychologiquement, d'être seule à nouveau. C'est des jours des journées assez riches, d'échanges, en famille et tout ça et puis soudainement on se retrouve, quand même seul et puis, bah, faut pédaler, c'est pas forcément, toujours facile donc c'est un peu exacerbé, en fait, par le fait d'avoir, d'avoir été avec des gens avant
Et puis c'est vrai que, enfin, il y a pas à dire, mais pédaler avec quelqu'un, les kilomètres passent quand même beaucoup plus vite. Dans l'après-midi, je me remettais assez rapidement dans un rythme où j'étais en fait pas contente d'être seule, mais j'arrive à trouver aussi une certaine satisfaction. C'est vraiment un mode de vie simple, hein. Le soir, on arrive, on plante sa tente, on a faim. C'est une des premières préoccupations aussi, trouver à manger dans la journée. Il y a des endroits où c'est très facile, des endroits où ça l'est un peu moins. Heu, donc voilà, c'est des préoccupations très simples, trouver à manger, trouver un camping assez sympa. Et le lendemain, c'est tout ranger et puis repartir et c'est vrai que d'un côté, c'est très reposant dans le sens où toutes les anxiétés, du quotidien, hein, que ce soit, le travail, les relations et tout ça, c'est pas quelque chose auquel on pense, quoi, dans ces moments-là. Les premières nuits en tente, c'est pas forcément ce dont tu as l'habitude, donc tu dors pas forcément aussi bien et puis après, la fatigue aidant, l'habitude aidant, voilà, tu es beaucoup plus, ça devient un peu, ta deuxième maison, hein, ta tente. Voilà, dormir dehors, et tout ça, ça sera un peu un peu plus une deuxième nature. Pour le chapitre 3, les falaises d'Étretat, c'est quelque chose que ça fait des années que j'ai vraiment envie de voir. Donc découvrir autrement à la Normandie que je ne connais pas. Puis passer en Bretagne où là par contre, j'y ai passé, beaucoup de temps parce que ce soit du côté de mon papa ou de ma maman, ils ont tous les 2 grandi en Bretagne. J'ai beaucoup de famille en Bretagne, donc j'y ai passé pas mal de vacances quand j'étais petite, le long de la Manche. La 1re grosse émotion, hein, de ce j'habite, c'est en arrivant à Dieppe et en voyant la mer. Ça nous a pris, 3 jours entre Paris et Dieppe. C'était la campagne, de jolies maisons aussi hein, en briques rouges et tout ça dans cette région. Mais c'est vrai qu'arriver en fait, et voir la mer à Dieppe, c'était vraiment un moment très, très fort. Je pense que c'était déjà de me dire j'ai quand même pédalé depuis Lausanne, le lac Léman jusqu'à la mer. C'était vraiment un moment fort et puis de me dire que les prochains jours, ce serait vraiment, des paysages comme ça, au bord de la mer qui sont quand même très, moi ça me procure beaucoup d'émotions. Etretat, c'était vraiment, pour moi un point d'étape, voilà, que j'avais, dès le début, dès que j'avais commencé à prévoir le voyage, c'était un endroit où j'étais sûre que je voulais aller. Après, on a pris le pont de Normandie à vélo, Honfleur, après il y a eu Cabourg, donc des très jolies villes, normandes et puis ce qui est très chouette là, sur la vélo maritime, c'est qu'il y a vraiment des beaux endroits, très, très souvent, quoi. Et le Cap Fréal, c'est quelque chose que, je connaissais aussi pour y avoir souvent été quand j'étais petite. D'arriver dans cet endroit que je connaissais, moi, mais auquel, que j'avais toujours accédé en voiture, hein.
quand on était en Normandie jusqu'au Havre, ça monte et ça descend quand même pas mal. Et puis après, là, avant qu'on arrive aux plages du débarquement, bah, je regarde le parcours et puis je vois, c'est super, c'est 40 kilomètres de plat là jusqu'à ce soir. Et c'était 40 kilomètres de plat, mais il y avait du vent de face. Et du coup, je m'étais préparée à vraiment, voilà, faire des kilomètres faciles. En fait, le vent de face ça m'a un peu tout cassé. J'avais prévu, de faire plus de trail un peu, ou de course à pied et pour le moment, du coup, j'en ai pas beaucoup fait. J'en ai fait moins que ce que j'avais prévu. Donc j'espère un peu me rattraper là vers le sud et puis dans les Pyrénées. En fait, c'est toujours facile de se dire: «Bon, ben, à vélo, je vais faire une moyenne de 70 kilomètres par jour et puis, voilà, les journées entre, je vais faire ça». Mais en fait, il y a toujours des aléas climatiques, il y a toujours, parfois on n'a pas envie, donc et je pense qu'il faut aussi, savoir sortir des plans qu'on avait faits pour s'adapter. Des plans, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour être changé et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, hein, mon voyage, j'ai vraiment, repéré, tous mes campings, j'ai repéré combien de kilomètres je vais faire par jour et cetera pour être un peu disons au poil et arriver, bah, là, par exemple, à Nantes, pour retrouver ma sœur au bon moment et c'est vrai que j'ai un peu de mal parfois à accepter qu'en fait, je fasse pas exactement ce que j'avais prévu, mais ça fait aussi partie du voyage et puis ça me permet aussi, moi, d'apprendre à être un peu plus flexible et à m'adapter un peu plus donc c'est pas que du mauvais. Je me disais, dormir chez les gens, tu vois? Chez des gens que j'ai pas forcément revus depuis un moment, est-ce que ça va être, je suis toujours un peu, comment dire? Gênée, on sait pas trop comment remercier les gens parce que c'est quand même beaucoup de les gens sont très bienveillants et très et donnent beaucoup, en fait et moi, j'ai toujours un peu, cette impression que je donne pas forcément, je sais pas quoi donner en retour, quoi. Mais en fait, voilà, c'est agréable aussi de ce côté-là d'apprendre à lâcher prise un peu et à accepter juste, tu vois, la gentillesse des gens. Et sinon, qu'est-ce qui me manque? Bah, en fait, pas grand-chose, hein. Donc il y a une dizaine de chapitres et là, je suis à peu près au tiers, hein. J'ai à peu près fait 2000 kilomètres du voyage et donc je vais me lancer dans le chapitre 4. Après le sud, ce sera vraiment une partie, découverte. Donc je vais redescendre, majoritairement par la Vélodyssée. Je vais quand même faire un crochet, par Angers. Je vais faire un peu de vélo avec ma sœur entre Nantes et Angers parce qu'elle habite à Angers. Et ensuite, je vais reprendre, à Angers, il y a la Vélo Française qui redescend vers, La Rochelle et puis je vais reprendre là la Vélodyssée jusqu'à Hendaye et ensuite, les Pyrénées, c'est aussi une région que, j'avais vraiment envie de découvrir. En plus, maintenant j'aime beaucoup la montagne donc les Pyrénées, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir et là, c'est aussi très chouette. Mon frère et sa famille vont me rejoindre pour une semaine et je vais pédaler pendant une semaine avec mon frère dans les cols des Pyrénées. Et après les Pyrénées, j'avais aussi envie pas de longer la Méditerranée, mais de découvrir un peu, les Cévennes et le sud de l'Ardèche pour ensuite redescendre, vers la Camargue et Marseille et prendre
un ferry pour aller découvrir la Corse, que je ne connais aussi pas du tout. Des beaux endroits de France. Et puis après, on verra à la fin. Je me laisse un peu la possibilité de voir si j'ai encore envie de passer par les Alpes pour rejoindre Lausanne ou si je prends plus la Via Rona. J'ai eu la chance parce que mon compagnon Nevin a quand même pu beaucoup m'accompagner. À partir de maintenant, ce sera peut-être un peu plus dur. C'est ça qui va me manquer aussi, de pouvoir partager avec lui ou avec des kilomètres avec d'autres personnes. Je pense qu'après quelques jours de repos, je serais contente de retrouver, disons, les sentiers familiers que j'ai l'habitude là de faire en courant à côté de la maison. Retrouver mes marques, sûrement aller en montagne, dans des endroits où on va souvent, j'allais souvent. Et puis voilà, après, il faudra que je me pose la question de ce que je veux faire. Et est-ce que j'ai envie de refaire la même chose ou est-ce que j'ai envie peut-être de changer un peu d'orientation professionnelle. Euh, je pense que c'est aussi des choses auxquelles j'ai envie de réfléchir pendant le voyage. Je ressentais le besoin de partir seule à des moments, de me prouver que je peux y arriver toute seule. Je pense que d'un côté, il y a le fait que j'ai pas forcément, quand j'étais en grandissant, j'ai pas forcément beaucoup fait de choses comme ça, hein. C'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude, d'aller faire du camping, de faire disons des longs efforts ou des choses comme ça. Et j'ai été initiée plus par Nevin, mais je pense que du coup, j'ai besoin de me prouver que c'est quelque chose que, en fait, je fais pas juste parce que je suis avec lui. Que c'est quelque chose que je peux aussi aimer faire toute seule et que je peux me débrouiller toute seule, en fait. C'est pas forcément une question que je me pose consciemment en me disant est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'adore faire ça, mais je pense que peut-être inconsciemment, j'ai besoin de me prouver que même toute seule, maintenant que j'ai découvert, c'est quelque chose que je ferais. Voilà, j'avais aussi un peu à cœur de montrer que, en fait, on peut très bien voyager seule comme ça en étant une femme, que les gens sont très, très bienveillants. Enfin, pour le moment, je n'ai vraiment eu aucun souci et je me suis jamais, pas sentie en sécurité. On en a un peu marre, quand même d'entendre c'est: «Ah, une femme toute seule, c'est quand même, dangereux», mais en fait ça fait que continuer, tu vois, à véhiculer des stéréotypes et pas encourager les femmes ou les jeunes filles à partir seules alors que c'est quand même très dommage. J'ai vraiment envie aussi de faire passer ce message, surtout là en France en plus, mais allez-y quoi. Voilà, pas de raison de pas y aller. La Pampa épisode 16, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast, en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram @sopampastique. Merci beaucoup d'avance. L'histoire de Justine qui découvre sa force en route n'est pas sans me rappeler l'épisode 3 sur Lucille qui a roulé seule de l'Alaska à la Patagonie. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez donc prolonger l'aventure avec cette écoute dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Justine pour ta gentillesse et ta disponibilité. Vous pouvez suivre les nouvelles aventures de Justine, notamment sur son compte Instagram, @junelc_, mais aussi sur le site de sa nouvelle entreprise de graphisme, Creative Chalet, car oui, Justine s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale au retour de Mammen. Toutes ces données sont dans les références de l'épisode. La musique de cet épisode est bien sûr de Cédric Clavel, le mixage et le montage de moi-même.
Pour nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de la Reco de la Pampa. Et d'ici là, parlez de nous. À toutes!